Le tribunal criminel. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Ava, M. Alpha Madou Baldé, M. Marcel Guilaougui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kiegboro Kamara, M. Ibrahim Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Diakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keita, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilaougui. Venez, les partis civils, M. Ouribaï Loba et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen OGDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009 AVIPA, On continue avec le conseil de M. Aboubakar Diakité Di Toumba. Maître Lanciné Silla. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de me redonner la parole ce matin pour poursuivre la plaidoirie que j'ai entamée depuis hier. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je suis maintenant au niveau de l'avant-dernier point de cette plaidoirie, tel que je l'ai annoncé. Il sera question de parler en termes de cet avant-dernier point des éléments qui ont été proposés par les partis civils, par le ministère public et une certaine partie de la défense comme étant des éléments de preuves contre mon commandant. Monsieur le Président, c'est vrai que ces éléments que nous discuterons
n'ont pas été prouvés ici. Ces éléments que nous discuterons n'ont rien à voir avec ce qui a été contradictoirement discuté, parce que, comme hier, j'ai eu à le démontrer à travers les déclarations des victimes elles-mêmes, à travers les déclarations des témoins, l'innocence de mon commandant est désormais indiscutable. Monsieur le Président, nous commençons par les éléments dont les parties civiles ont fait état. Parmi les confrères qui sont intervenus dans les rangs des parties civiles, il y a un qui reproche ceci à mon commandant. Commandant Toumba a déclaré que ce n'est pas Dadis qui m'a ordonné d'aller au stade. On sait que Toumba a toujours des éléments. Général Bafoué a déclaré que Toumba est arrivé avec ses éléments et se sont mis à tirer. Toumba a déclaré que l'armée est un nom commun. Monsieur le Président, ces éléments ne sauraient constituer des preuves. D'abord, lorsque vous prenez le premier élément, et le fait de la part de mon commandant, qui a été très précis, il dit qu'il s'est rendu au stade, c'était à la recherche du président Dadis, et il avait l'habitude de le faire à chaque fois que celui-ci sortait à son insu pour reprendre sa place. Mais le fait de se rendre au stade ne saurait être un élément constitutif d'une quelconque infraction à son encontre, d'autant plus que, Monsieur le Président, presque tous les généraux qui ont comparu ici se sont rendus au stade. Si cela était un élément de preuve, si cela suffisait pour être traduit devant ce tribunal, tous ces généraux seraient aujourd'hui, Monsieur le Président, dans le box des accusés. Et on vous dit que commandant Toumba a déclaré que ce n'est pas le président Dadis qui lui a ordonné d'aller au stade. Mais le fait de dire qu'il n'a pas été ordonné d'aller au stade, est-ce qu'on peut considérer ça aussi comme un élément de preuve? Vous comprendrez les difficultés qui sont celles des confrères des partis civils pour trouver des éléments de preuve contre mon commandant. Ensuite, le même confrère dit que le général Bafoué aurait témoigné ici. Je ne sais pas si nous parlons du même général Bafoué, parce que hier, j'ai pris tout mon temps pour vous donner lecture de ce que le général Bafoué a dit ici. Il a été très clair. Il a dit qu'il n'a pas vu Toumba avec une arme, que Toumba est arrivé pendant que les tirs étaient en cours, et il n'a pas vu Toumba
commander une troupe. Donc, je ne sais pas si ses confrères ont suivi le même débat que nous autres dans ces prétoires. Monsieur le Président, il lui reproche aussi le fait d'avoir dit que l'armée est un nom commun. Est-ce que cela peut être considéré comme la preuve d'une culpabilité? Le fait de dire que l'armée est un nom commun. C'est comme si je disais l'avocat est un nom commun. C'est comme si je disais magistrat est un nom commun. C'est comme si je disais menuisier est un nom commun. C'est comme si je disais mécanicien est un nom commun. Est-ce que cela suffit pour que tout avocat, tout magistrat, tout menuisier qui se rendrait coupable d'une infraction, que l'on puisse engager la responsabilité pénale de tout avocat, de tout magistrat, de tout menuisier, de tout mécanicien? Voilà comment un tel raisonnement aussi léger ne peut être considéré comme un élément de preuve. Monsieur le Président, les mêmes confrères des partis civils ont poursuivi et dans une contradiction, parce que lorsqu'un confrère soutient que Toumba a dit qu'il n'a pas été ordonné par le président Dadis de se rendre au stade, l'autre confrère dit que Toumba aurait déclaré avoir reçu un ordre du président Dadis pour se rendre au stade. Et ses confrères déclarent ceci. Toumba a déclaré sur la radio RFI, je ne sais pas si nous avons écouté le même élément, que c'est sur ordre de Dadis qu'il aurait agi au stade du 28 septembre. Toumba ne l'a jamais dit. En même temps, il soutient qu'il existerait une contradiction entre Toumba et le commandant du salon, sous prétexte que Toumba aurait demandé à celui-ci de vérifier à 13 heures si le président Dadis est sorti ou pas. Il poursuit en disant que Toumba aurait dû vérifier la présence ou non des piquets ou du dispositif de sécurité pour savoir si le président Dadis est sorti ou non. Et il dit que cela aurait pu être une théorie possible. Théorie possible. Il enchaîne en disant que Toumba aurait déclaré dans l'audio que c'est Dadis qui lui aurait ordonné de se rendre au stade. Et va plus loin, la sympathie des partis civils et la popularité d'un accusé. Hier, j'en parlais. Alors, comme si cela pouvait être un problème. Et il termine ses confrères en faisant état d'un procès verbal d'audition des partis civils en date du 26 mai 2010, qui est celui de M. Mamadi Kourouma, et il se sert de cela comme une preuve, et il va jusqu'à dire que celui-ci est décédé, que sinon une confrontation entre mon commandant et cette partie civile serait explosive. Monsieur le Président, je commence par relever qu'il n'y a aucune
contradiction. Aucune. Entre les déclarations de mon commandant et celles du commandant du salon qui a comparu ici, et que cette contradiction n'existe que dans l'imagination fertile de celui qui l'invoque. Jamais de contradiction. Monsieur le Président, et vous relèverez que mon commandant n'a jamais soutenu ici qu'il s'est adressé à 13 heures au commandant du salon à l'effet d'aller vérifier si le président Dadis est sorti ou non. Ça, il n'a jamais dit. Le primitif en fait foi. Et puisque ce procès est médiatisé, les réseaux sociaux en font foi, Monsieur le Président, à travers leurs archives. En tout cas, nous mettons au défi celui qui se prévaut de cette contradiction imaginaire d'en administrer la preuve. Monsieur le Président, vous comprenez qu'en ce qui concerne cet audio, on en fait un objet d'interprétation erronée, d'interprétation inexacte et contradictoire. Et lorsque le premier dit que mon commandant a dit qu'il n'a reçu aucun ordre, et l'autre soutient qu'il a déclaré qu'il aurait reçu un ordre, alors en invoquant cet audio. Monsieur le Président, il est extrêmement important que vous relevez ces contradictions qui ne proviennent que des interprétations erronées de ce que mon commandant a eu à dire. Et dans cette salle, il a été clair, puisqu'il s'est aperçu que les uns et les autres sont en train d'interpréter son propos. Et il n'y a pas meilleur juge pour pouvoir interpréter un propos que celui qui en est l'auteur. Donc, lui-même, il a été clair, puisqu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi, il a précisé le sens de ce qu'il a dit. Il a dégagé un principe. Il a dit qu'en principe, un militaire ne peut pas se rendre en un lieu sans avoir reçu un ordre. Mais, Monsieur le Président, nous sommes des juristes. Nous savons tous que ce qui fait la beauté d'un principe, d'une règle, ce sont les exceptions. Il peut y avoir des situations exceptionnelles. Ce fut le cas de mon commandant qui est sorti pour aller à la recherche du président Dadis. Donc, en ce qui le concerne, je crois que l'équivoque sur ce point est levé. Monsieur le Président, pour ce qui est de la question relative à la théorie possible, pourquoi il n'a pas vérifié la présence des piquets? Pourquoi il n'a pas vérifié la présence du dispositif de sécurité? Monsieur le Président, je le dis
et sous votre contrôle, bien entendu, mais je sais qu'au-delà de ces palais, il y a d'autres militaires qui nous suivent. Ils savent bien qu'au moment où mon commandant sortait, il n'y avait pas de dispositif de sécurité. Lorsque le président de la République doit se déplacer, le dispositif quitte avant lui, le précède sur les lieux où il doit se rendre. 48 heures, bien avant. C'est pour pouvoir assurer la sécurité des lieux. Ça, c'est une évidence. C'est toujours le cas. Mais comment voulez-vous que mon commandant constate la présence du dispositif en charge de la sécurité présidentielle en ce moment? Donc, ce n'était pas possible. Il n'a constaté la présence d'aucun dispositif. C'est pourquoi, comme d'habitude, il est allé à la recherche du président Dadis. C'est ce qui s'est passé. Mais il est aussi important de rappeler que M. Mohamed Condé Di Escobar a été clair ici. Il a dit qu'il a procédé à la vérification de la présence du président Dadis dans sa chambre à 3 reprises. Pour la première fois, c'était entre 10h et 11h. Monsieur le Président. Pour la deuxième fois, c'était à 13h. Et pour la dernière fois, Monsieur le Président, c'était à 15h. Et nous avons tous suivi les débats ici. Et nous savons très bien que les événements malheureux sont intervenus dans les environs de 13h. Pendant l'intervalle de temps se situant entre 13h et 15h, le président Dadis pouvait sortir sans que le commandant du salon ne le chasse. Parce qu'il y avait une issue de secours. Déjà que le dispositif n'était plus en place. Ce qui a même amené mon commandant à sortir précipitamment pour pouvoir le rejoindre. Monsieur le Président, vous comprendrez que nous ne sommes pas dans la théorie, nous sommes dans les faits. Et devant vous, on ne peut pas fonder un élément de preuve sur la base de la théorie. Parce que ce que vous exigez en tant que juge pénal, c'est la certitude. Monsieur le Président, et quoi qu'il en soit, les déclarations qu'on lui attribue et qui auraient été tenues sur la radio RFI, les antennes de la radio RFI, à travers une interview, la question juridique qui se pose est de savoir est-ce que pouvons-nous valablement, légalement, juridiquement, Monsieur le Président, opposer cette déclaration à mon commandant. Monsieur le Président, la loi guinéenne ne le permet pas. Parce que les dites déclarations ont été tenues à un moment où mon commandant ne s'était pas encore entretenu avec un avocat. À un moment, Monsieur le Président, où il n'était pas encore
assistée par un avocat. Et si c'est le cas, le législateur guinéen est très clair. Aucune juridiction ne peut, sur la base de telles déclarations, se fonder pour entrer en condamnation. Je vous donne la lecture du dernier alinéa de l'article préliminaire du Code de procédure pénale qui dispose que, en matière pénale, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement des déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assisté par lui. Monsieur le Président, cela est clair. Nul ne peut rapporter la preuve dans cette affaire que mon commandant, avant de tenir ces déclarations qui lui sont attribuées et qui font l'objet de toutes sortes d'interprétations erronées et inexactes, qu'il a pu s'entretenir avec un avocat et qu'il était assisté par un avocat. Sur la question, Monsieur le Président, vous me permettrez de vous donner deux jurisprudences et deux jurisprudences guinéennes. Je ne chercherai pas ailleurs. Deux jurisprudences dans les annales judiciaires, bien entendu, de notre cher pays. Monsieur le Président, la première jurisprudence concerne l'affaire que nous avons tous connue, l'affaire appelée l'attaque du domicile du professeur Alpha Condé. Monsieur le Président, dans cette affaire, nous nous rappelons que la cour d'assises, et c'était d'ailleurs la dernière cour d'assises, parce que après cette session d'assises, il n'y aura plus de cour d'assises en République de Guinée en raison des réformes, en raison des innovations contenues dans l'actuel Code de procédure pénale. Nous nous rappelons qu'à l'occasion de cette session d'assises, Madame Fatou Bagar et M. Aobé et autres ont été condamnés. Nous nous rappelons aussi, Monsieur le Président, que cette condamnation a été cassée. L'arrêt de cette condamnation a été cassé en toutes ses dispositions par la Cour suprême et renvoyé. Pour la bonne et simple raison que les déclarations sur la base desquelles la Cour d'assises était entrée en condamnation contre eux, ces déclarations ont été faites en dehors de toute assistance d'avocat. Donc, Monsieur le Président, vous comprenez que la loi guinéenne ne le permet pas. Je vais parler d'une autre affaire, Monsieur le Président, une autre affaire qui n'était pas médiatisée, qui n'était pas aussi retentissante, mais c'était une affaire quand même extrêmement importante parce que toutes les affaires sont importantes dès lors qu'elles sont portées devant une juridiction criminelle surtout. Monsieur le Président, dans cette affaire, il s'agissait d'une vieille, paix à son âme, elle n'est plus de ce monde. Elle avait été condamnée par le tribunal criminel de Dixine que vous présidez aujourd'hui, Monsieur le Président, pour des faits de
complicité d'assassinat sur sa belle-mère, la mère de son mari. Je ne vais pas la nommer, Monsieur le Président, pour le respect de sa mémoire. Mais c'est un dossier dans lequel je suis intervenu en cause d'appel aux côtés de Maître Jean-Baptiste Abba, Maître Zokame. Monsieur le Président, sur la base des déclarations qu'elle avait faites devant les services de police judiciaire, les services spéciaux de M. Kegboro, elle n'a pas bénéficié d'assistance d'un avocat. Elle a été entendue là-bas pendant plus de 6 jours, enfermée. Et ensuite, elle a été conduite devant un cabinet d'instruction où elle sera également entendue, Monsieur le Président, sans aucune assistance d'avocat à la phase de la première comparution. Et finalement, les débats ont eu lieu, mais je vous jure qu'elle sera condamnée sur la base des déclarations qu'elle a eu à faire en dehors de toute assistance d'avocat, et elle a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Je dis bien à la réclusion criminelle à perpétuité. L'appel fut relevé par mon éminent confrère Maître Zokame et l'affaire a été portée devant la chambre criminelle qui était présidée par un magistrat valeureux, par un magistrat qui vraiment a fait les beaux jours de cette justice. Le doyen, il est maintenant à la retraite, Elhadji Suleiman Ba. C'est lui qui avait eu cette cause en appel. J'ai été constitué en cause d'appel, Monsieur le Président. On a eu à plaider le dossier devant lui. Nous avons fait état de beaucoup de jurisprudence, comme nous sommes en train de le faire. Nous savons que vous n'êtes pas tenus par les jurisprudences, mais nous savons que les jurisprudences permettent aussi au juge pénal de s'inspirer, de dire le droit. Donc devant lui, Monsieur le Président, j'ai estimé qu'il était indispensable de faire état de la jurisprudence dans l'affaire Alpha Condé. J'ai plaidé le dossier en parlant d'autres jurisprudences. Monsieur le Président, après les plaidoiries et réquisitions, l'affaire fut mise en délibéré et contre toute attente, j'ai été appelé à la chancellerie, Monsieur le Président, parce que le mari de notre cliente était un gros bonnet. Il n'était pas n'importe qui. Il avait des rentrées à la présidence. Donc, il influençait. Et on m'appelle à la chancellerie. Et c'était par le secrétaire général. Je vais taire le nom. Peut-être il va se reconnaître à travers ma plaidoirie. Monsieur le Président, il me dit, bon, maître, ce qu'on va faire, acceptez que votre cliente prenne au moins 15 ans de réclusion. J'ai dit, mais sur la base de quoi? J'ai dit, évitez. Ce que vous faites, c'est de l'interférence de l'exécutif dans le judiciaire. Arrêtez ça. Monsieur le Président, j'ai quitté son bureau en claquant la porte. Monsieur le Président,
Suite à cette interférence, je n'avais plus d'espoir. Mais 2 jours après, c'est le président Suleiman Ba qui m'appelle, qui dit « Maître Sylla, bonjour ». J'ai dit « Bonjour ». Bon, je n'avais pas son numéro. Il dit « Ah, c'est le président de la chambre criminelle, Elhadj Suleiman Ba ». Il dit « Ah, monsieur le président, que me vaut l'honneur de votre appel ?» Il dit « Ah, Maître Sylla, je voudrais que vous me fassiez parvenir la jurisprudence dont vous avez fait état. » J'ai dit « Mais monsieur le président, vous savez que j'ai parlé de beaucoup de jurisprudence, aussi bien des jurisprudences guinéennes qu'étrangères. » Il dit « Non, je parle de la jurisprudence concernant l'attaque du domicile du professeur Alpha Condé. » J'ai dit « Ok, il n'y a pas de problème, je vous ferai parvenir. Il s'agit d'un arrêt très volumineux. Je dois même l'avoir ici, monsieur le président, ainsi que l'autre arrêt dont je vous parlais. Alors, je dis tout de suite, c'est la jurisprudence, j'ai dit tout de suite, vous l'aurez. Et toute activité cessante, j'étais au tribunal de Mafanko, de toute activité cessante, je suis allé faire une copie et je suis venu lui remettre. Monsieur le Président, cela a suscité en moi l'espoir qui était perdu. Mais je vous jure, et l'arrêt est là, la chambre criminelle, en statuant sur appel, a ordonné l'acquittement. A ordonné l'acquittement de cette vieille dame parce que tout simplement, les déclarations sur la base desquelles elle avait été condamnée par les premiers juges, ces déclarations avaient été faites hors de toute assistance d'avocat. Vous, connaissant, respectueux de la légalité, au même titre que ces éminents magistrats, je suis convaincu que vous ferez une meilleure application de cette disposition légale. Monsieur le Président, c'est pour vous dire que les dites déclarations ne sauraient prospérer. Je poursuis, cette fois-ci en m'intéressant au procès verbal d'audition des parties civiles, en date du 26 mai 2010. Monsieur le Président, vous comprendrez que ce procès verbal, pour 2 raisons majeures, ne saurait être considéré comme un élément de preuve. Il s'agit d'un procès verbal qui émane, qui contient, disons, des déclarations qui émanent d'une partie civile. Ce monsieur s'est constitué partie civile. Ce monsieur le Président, porte des accusations. Et vous le savez mieux que moi, que quiconque porte des accusations a la charge de la preuve de ces accusations. Donc, en tant que partie civile, il a l'obligation d'administrer la preuve de ces accusations portées contre mon commandant. Donc,
sur le plan juridique, sur le plan légal, alors les accusations contenues dans son procès verbal ne peuvent prospérer. Mais aussi sur le plan logique. Et je vais lire avec vous le contenu de son procès verbal. Vous vous rendrez compte que ces déclarations sont truffées de contre-vérités et d'incohérences. Et vous vous rendrez compte que c'est une partie civile qui avait parlé sous l'effet de la passion et de la haine. Monsieur le Président, dans son procès verbal, il y a une question qui lui a été posée. La question est la suivante. Quelle a été la durée des tirs? Réponse, M. Mamadi Condé répond, les tirs ont duré de 11h à 14h. Page 4 de ce procès verbal. Mais, Monsieur le Président, ça c'est une contre-vérité. Les tirs, d'après les déclarations des victimes elles-mêmes, d'après les déclarations des témoins, les tirs au stade n'ont commencé qu'à partir de 13h. C'était après 13h. Monsieur le Président, lorsque celui qui prétend partie civile vient devant les magistrats instructeurs tenir des contre-vérités, peut-on lui accorder un crédit? J'ai dit non, Monsieur le Président. Ensuite, il y a une autre question qui lui a été posée et vous comprendrez qu'à travers même la chronologie que lui-même décrit, qu'il est aussi complètement passé à côté et que ce qu'il dit n'est ni plus ni moins que de la contre-vérité. Question, quelle a été la suite des événements? Réponse de M. Mamadi Condé. Après 14 heures, le lieutenant René, mon commandant de peloton, est venu à ma recherche. Comme nous avions un compte rendu à faire, nous sommes restés à la terrasse. À 15 heures, le commandant Pivi, qui venait de la ville et qui se dirigeait vers la Bellevue, a observé un arrêt auprès de nous. Il nous a demandé si la situation est calme. Nous l'avons répondu par l'affirmative. Il a continué. Il poursuit 30 minutes après, c'est-à-dire à 15h30. C'est un monsieur habillé en demi-saison avec l'indigo de cette bande, armé d'un PMAK, qui s'est présenté devant nous à bord d'un pick-up. Il s'est exprimé en ces termes. Le président est parti me réveiller. J'ai dormi encore parce qu'on est arrivé tard de la baie. Il m'a traité de bâtard, de maudit, de malhonnête en disant comment les leaders cultes politiques peuvent me braver au stade du 28 septembre alors que toi, tu es couché sur ton cul. Maintenant, j'irai moi-même régler leur compte là-bas. C'est en ce moment que j'ai dit de ne pas venir au stade. Excellence, Monsieur le Président de la République, je viendrai moi-même régler leur compte au stade. Pour confirmer ses propos, il nous a montré le pick-up qui dit être celui du président. C'est en ce moment que mon commandant de peloton m'a dit à l'oreille que c'est lui, Toumba, l'aide de camp du président de la République, page 4, Monsieur le Président. Vous voyez, il dit 30 minutes plus tard, donc à 15h30, Monsieur le Président, quelle victime
dans ces procès? Quel témoin dans ces procès a parlé de la présence de mon commandant à l'esplanade après qu'il ait eu à sauver les leaders? Qui? Personne, Monsieur le Président. Personne. Il n'y a que lui qui parle de cela. Monsieur le Président, il dit que le président allait réveiller mon commandant. Le président Dadis ne l'a jamais dit ici. Qu'il allait réveiller le commandant pendant qu'il dormait. Au contraire, mon commandant a été réveillé par les éléments de la garde parallèle. Par contre, mon commandant a été appelé par le président, par l'intermédiaire de M. Marcel Guilavogui. Donc, comme vous le voyez, ça ne peut pas tenir. Et puis, il dit qu'il s'est rendu là-bas dans un pick-up du président. Mais, Monsieur le Président, mon commandant, Maître Poliomba, l'a relevé. Il n'a jamais eu de véhicule de commandement. Il avait sa Jeep, Monsieur le Président. Et puis, il n'a jamais été établi ici que le président Dadis lui donnait son véhicule de commandement. Un président de la République remet son véhicule de commandement à un aide de camp qui n'était même plus dans ses bonnes grâces. Alors, vous voyez que même logiquement, c'est que ce monsieur dit ne tient pas. Et vous verrez que il s'agit d'une partie civile très prétentieuse. Et la suite de la lecture vous permettra de le relever. Question: quels sont les effets personnels que vous avez perdus lors de ces événements? Réponse: j'ai eu mon véhicule de marque Chrysler climatisé, incendié, mais 3 500 000 et mon ordinateur portable de marque Toshiba soustrait. Question: pouvez-vous évaluer le prix de la voiture et de l'ordinateur? Réponse: j'ai acheté la voiture en 2007 à 75 millions de francs guinéens avec M. Lansey Condé qui réside aux États-Unis. L'ordinateur portable coûte 4 500 000. Question: quelles sont vos prétentions? Réponse: je me constitue partie civile, sollicite le remboursement intégral de mes biens calcinés et soustraits, en plus du paiement d'1 milliard de francs guinéens à titre de dommages et intérêts. Vous voyez, Monsieur le Président, c'est monsieur prétentieux, c'est monsieur qui voudrait profiter de ces situations pour faire fortune, qui voudrait s'enrichir illicitement sur la base des contre-vérités. Alors, de ces procès verbal, vous ne saurez tirer le moindre élément contre mon commandant, d'autant plus que ces 10 procès verbal n'ont jamais été discutés contradictoirement ici, en application des dispositions de l'article 497 du Code de procédure pénale. Ces 10 procès verbal n'ont jamais été discutés contradictoirement ici. Mais c'est à la phase des plaidoiries qu'on nous sort ces procès verbal. C'est à la phase des plaidoiries, Monsieur le Président, qu'on nous dit que c'est monsieur serait décédé. Mais, Monsieur le Président, même ces décès dont il est question, la preuve n'est pas rapportée.
nous savons tous très bien que la preuve du décès d'une personne ne peut être rapportée que par la production d'un extrait d'acte de son décès. Où est l'extrait d'acte de décès de M. Mamadi Condé qui a été produit ici? Et vous savez très bien qu'à cette audience, il y a des parties civiles qui ont été entendues, qui représentent des victimes qui sont décédées. Mais pourquoi personne n'est venu, aucun des héritiers de celui qui est prétendument décédé n'est venu le représenter ici, Monsieur le Président? Pourquoi? Donc, il s'agit là autant d'éléments qui vous permettra de passer outre ces procès-verbaux. Monsieur le Président, j'ai suivi et je n'en revenais pas lorsqu'un confrère vous demandait de n'accorder aucune circonstance atténuante et trouvait même que la peine maximale prévue par le Code pénal, la réclusion criminelle à perpétuité, serait même insuffisante. Ses confrères, certainement, est un partisan de la peine de mort. Certainement, ses confrères, en tant que militants de la peine de mort, veut même que vous appliquiez la peine de mort sans aucune base légale. Mais, Monsieur le Président, nous sommes dans le procès pénal. Dans le procès pénal, les rôles sont bien répartis. La partie civile ne peut solliciter que la réparation des préjudices résultant de la commission de l'infraction, ne peut demander que l'allocation des dommages et intérêts. La partie civile n'est pas là pour requérir la réquisition de la peine applicable et du ressort du ministère public, Monsieur le Président. Donc, je suis convaincu que ses confrères est allé trop loin et il s'est adjugé un rôle qui n'est pas le sien. Monsieur le Président, vous comprendrez aussi qu'il y a eu d'autres confrères qui sont intervenus et qui, après s'être servis des déclarations de mon commandant, de son déballage, de sa sincérité, Monsieur le Président, il y a des confrères qui sont allés plus loin en disant qu'il s'agit d'une fausse sincérité, qui sont allés plus loin en disant que mon commandant est intelligent, comme si la sincérité, comme si l'intelligence pouvait servir d'épreuve. Monsieur le Président, il y a quand même dans les rangs de nos confrères des partis civils d'autres qui ont reconnu que mon commandant a fait une contribution remarquable et que si beaucoup de choses ont été sues dans ces procès,
que c'est grâce à cette contribution. Il est allé, et là, je lui rends hommage, jusqu'à reconnaître que si c'est mon commandant qui était le président de la République, qu'on n'aurait pas connu le 28 septembre. Monsieur le Président, vous voyez que parmi toujours les confrères de la partie, des partis civils, alors il y a un qui a relevé le sens de la compassion que mon commandant a eu ici, à l'ouverture de ces procès, disons à l'occasion de la prise de parole ici, quand il était question pour lui de donner sa version des faits. Donc, ce confrère-là l'a relevé. C'est un confrère étranger. Et, Monsieur le Président, cela même prouve le caractère international de ces procès. Parce que des confrères étrangers ont plaidé ici. Et tout cela en l'honneur de la République de Guinée. Le même confrère étranger a poursuivi en vous demandant de rendre la justice qui honore la justice et les victimes et de condamner les responsables. Monsieur le Président, je suis d'accord avec ses confrères que vous devez rendre justice. La justice, pas qui honore que les victimes, mais la justice qui honore toutes les parties à ces procès, parce que vous êtes là pour toutes les parties et non pour une partie des parties à ces procès. Monsieur le Président, comme vous le voyez, on s'attaque, et à tort, à l'intelligence de mon commandant, comme si l'intelligence pouvait être un problème. Monsieur le Président, n'est-ce pas, c'est l'intelligence qui nous diffère des animaux. Le fait d'avoir une intelligence, on ne doit pas incriminer cela comme un élément de preuve. Ses confrères oublient, Monsieur le Président, que mon commandant est un brillant universitaire. Ils oublient qu'il a occupé des postes de responsabilité. Il a été toujours chef médecin dans sa carrière avant qu'il ne connaisse ces tristes jours, Monsieur le Président. Donc, l'apanage de l'intelligence, ce n'est pas seulement du côté des avocats. On peut trouver l'intelligence partout et l'intelligence ne saurait être un élément de culpabilité. Vous voyez les difficultés qui sont celles de nos confrères, des difficultés qui les amènent à s'intéresser à des petits détails, des détails qui n'ont rien à voir avec l'existence des faits, qui n'ont rien à voir, Monsieur le Président, avec l'imputabilité des faits, dont la charge de la preuve leur incombe. Comprenez ces difficultés et c'est bien cela. Et vous avez compris qu'on est même allé d'imagination en imagination, de supposition en supposition et d'induction en induction. Monsieur le Président, on est allé jusqu'à imaginer même une battue prétendument organisée comme si on était à la chasse. Voyez-vous qu'il y avait eu tellement d'imagination qu'on s'est retrouvé dans des véritables contes
digne des fables de La Fontaine, Monsieur le Président. Est-ce que vous, en tant que magistrat criminel, allez-vous accepter sur la base des comptes d'entrer en condamnation, des faits imaginaires, des faits dont la preuve n'a pas été administrée? Je dis non, vous ne le ferez pas. Il y a un autre confrère qui nous a pris ici 2 heures de temps. 2 heures de temps, Monsieur le Président, en train de nous lire rien que des procès-verbaux des victimes. Comme si ces procès-verbaux se suffisaient comme preuve. Monsieur le Président, or, ce confrère sait très bien qu'il a la charge de la preuve des déclarations contenues dans ces procès-verbaux dont il nous a donné lecture ici de façon fastidieuse. Monsieur le Président, si cela avait un sens, si les déclarations des victimes étaient suffisantes, est-ce que les enquêtes auraient eu un sens? C'est pourquoi, d'abord, vous avez les déclarations des victimes. Quand on est victime, on fait des déclarations. On le fait à chaud. Mais ces déclarations-là doivent être prouvées. C'est pourquoi la procédure pénale comprend 3 phases. La phase des enquêtes, où on vérifie les déclarations de la victime et à la victime d'apporter la preuve de ces déclarations. Et après la phase des enquêtes, vous avez celle de l'instruction. Alors, où il va être encore question d'investigation, mais beaucoup plus approfondie. Toujours à la recherche des preuves. Parce que, comme quelqu'un le disait, le procès pénal est un débat de preuves. Celui qui accuse doit pouvoir rapporter la preuve de son accusation. Et ensuite vient la dernière phase, c'est la phase de l'instruction définitive qui se mène devant vous ici. Et à cette phase, il va être question de discuter des preuves qui ont été rapportées par les poursuivants, le ministère public, le poursuivant principal, la partie civile, Monsieur le Président, qui poursuit aussi, mais à titre accessoire, afin d'obtenir la réparation des préjudices résultant de l'infraction. Donc, c'est ce débat de preuves qui se poursuit ici, en application de l'article 497, qui prévoit que les éléments de preuve doivent être discutés, apportés ici et discutés contradictoirement. Mais on ne doit pas se contenter de revenir devant vous ici sur les déclarations qui ont été faites et qui ne sont étayées d'aucune preuve, Monsieur le Président. Donc, qu'il vous plaise de relever que cette démarche n'est pas du tout compatible avec le procès pénal qui est un débat de preuves. Heureusement qu'en tant que magistrat aguerri, vous le savez mieux que nous. Monsieur le Président, il y a un autre confrère qui a passé tout son temps
à construire des hypothèses sur la base de si, du début jusqu'à la fin, contre mon commandant, comme si, en procédant ainsi, cela pouvait être un élément de preuve. Non, Monsieur le Président, on n'est pas là pour vous fatiguer avec des hypothèses. On est là pour pouvoir discuter des éléments de preuve, des éléments de preuve matériels, des éléments de preuve indiscutables, objectifs, constatables. À défaut, Monsieur le Président, vous le savez mieux que nous, vous vous abstiendrez d'entrer en condamnation. Et vous le savez qu'à cette phase, ce qui est exigé, ce sont des certitudes et non des probabilités. Or, les hypothèses sont fondées sur des probabilités, Monsieur le Président. D'ailleurs, à propos, il y a des jurisprudences constantes. Lorsque la culpabilité est probable, parce que les éléments présentés au juge n'entraînent pas une certitude absolue, celui-ci doit considérer qu'il demeure un doute dont le prévenu doit bénéficier. Arrêt de la Chambre criminelle de 1960, publié dans le bulletin criminel numéro 339. Il s'agit là d'une jurisprudence constante, d'une jurisprudence vieille, d'une jurisprudence, Monsieur le Président, qui n'a pas bougé et dont les lignes sont restées intactes durant des années et des années. Figées, Monsieur le Président, comme les écritures saintes du Coran. Et cette jurisprudence qui nous enseigne qu'en cas de doute, le doute profite à l'accusé, alors est fondée sur un principe général du droit que nous avons tous appris en deuxième année droit. En cas de doute, le doute profite à l'accusé. Mais d'ailleurs, Monsieur le Président, en ce qui concerne mon commandant, il n'y a même pas de doute. Il n'y a même pas de doute. Il n'existe aucune preuve de sa culpabilité. Aucune. Il n'existe aucune preuve en ce qui le concerne. À plus forte raison, un quelconque doute. Monsieur le Président, il est évident que, avec ces éléments apportés par les confrères des partis civils, vous ne trouverez absolument rien de nature à asseoir une quelconque décision de condamnation contre mon commandant. Monsieur le Président, et le même confrère, et comme preuve de ce que M. Aboubacar Diakité était un commandant, il dit, ben, pourquoi on l'appelait commandant alors qu'il ne l'était pas, alors que son grade ne lui le permettait pas? Mais, Monsieur le Président, nous passons le plus clair de nos temps, le plus beau de nos temps, à appeler des substituts procureurs. Monsieur le Président, à appeler des substituts généraux procureurs. Mais est-ce pour autant, cela veut dire que ceux-ci sont des procureurs? Et nous le faisons en dehors de tout acte de nomination
en cette qualité. Mais, Monsieur le Président, et cela n'est ni plus ni moins que l'expression d'une marque de courtoisie. C'est l'expression d'une marque de courtoisie. Tout cela prouve à suffisance l'embarras qui est celui des confrères des partis civils, qui manquent de preuves, qui, en désespoir de cause, font feu de tout bois, en s'accrochant à des détails aussi inutiles qu'ennuyeux, Monsieur le Président, et qui ne seraient servis de preuves. Alors, Monsieur le Président, on dit au commandant qu'il est sincère, mais que sa sincérité serait fausse. On dit que le commandant, alors, n'est pas allé au bout de sa sincérité. On lui dit qu'il se serait abstenu de dire certaines choses. Mais, Monsieur le Président, en parlant ainsi, est-ce que ses confrères ne nous donnent pas l'impression qu'on peut lire dans la pensée de mon commandant pour savoir ce qu'il n'a pas dit? Est-ce que cela est possible? Est-ce que faut-il sonder les cœurs et les reins pour pouvoir administrer une preuve qui n'existe pas? Monsieur le Président, en parlant ainsi, ses confrères donnent l'impression que nous sommes dans un procès d'intention. Non, nous ne sommes pas dans un procès d'intention. Nous sommes dans le procès pénal, où des preuves précises, où des preuves irréfutables doivent être rapportées. Monsieur le Président, je crois que cette démarche ne peut pas prospérer. Cette démarche ne peut pas prospérer. Vous comprendrez qu'il y a eu tellement de gymnastique intellectuelle et pour pouvoir trouver à tout prix la solution aux difficultés des preuves en ce qui concerne la culpabilité de mon commandant dans cette affaire, en ce qui concerne son innocence. Puisque, Monsieur le Président, les victimes elles-mêmes n'ont rien relevé contre lui. Mais ce sont les avocats des victimes qui ne sont pas en harmonie avec leurs clients, qui à tout prix veulent trouver des éléments contre mon commandant qui n'existent pas. Ses confrères ne sont pas en harmonie, puisque nul ne peut être plus royaliste que le roi. Mais qu'est-ce que j'ai retenu, Monsieur le Président, en écoutant mes confrères des partis civils? J'ai pu relever, et vous avez dû aussi le relever, que les confrères qui sont intervenus, leur plaidoirie permettent de les classer en 3 catégories. Première catégorie, Monsieur le Président, des confrères ayant plaidé contre mon commandant. La première catégorie est composée de confrères et de consoeurs qui se sont inutilement acharnés contre mon commandant sans la moindre preuve, comme en font foi les démonstrations que je viens de faire. Monsieur le Président, ses confrères, en agissant ainsi, ne sont pas en harmonie avec les déclarations de leurs propres clients.
Et ce faisant, Monsieur le Président, vous comprendrez que rien ne peut être retenu de tout ce qu'ils ont proposé ici. La deuxième catégorie de confrères ayant plaidé dans les rangs des partis civils, c'est celle qui regroupe des confrères et consoeurs qui se sont carrément, nettement abstenus de plaider contre mon commandant parce qu'ils sont tout simplement convaincus de son innocence en raison de l'absence manifeste, criarde, de tout élément de preuve contre lui. Et vous avez une troisième catégorie de confrères. D'ailleurs, cette dernière catégorie de confrères n'est constituée que d'un seul qui a refusé de se mettre en mal avec sa conscience, qui a refusé de se compromettre, qui, convaincu de l'innocence de mon commandant, cet avocat brillant, Maître Alseni Aïssata Diallo, a plaidé sans gêne l'innocence de mon commandant et a sollicité son acquittement. C'est cela aussi un avocat à grand cœur, un avocat qui veut rester en harmonie avec sa conscience. Qu'il en soit vivement remercié. Nous saluons mon commandant et sa défense, son honnêteté intellectuelle, qui fera date, qui fera tasse d'huile, Monsieur le Président, qui fera jurisprudence. Monsieur le Président, honorables assesseurs, à présent, intéressons-nous à ce que le ministère public qualifie des preuves. Le premier intervenant au sein du ministère public, Monsieur le Président, alors, a passé tout son temps à prendre des déclarations des accusés et à se servir de celles des victimes pour réfuter les déclarations des accusés. Non, Monsieur le Président, ça ne marche pas comme ça. Puisqu'il est clair que les déclarations des victimes ne sont pas des éléments de preuve, il est clair que le ministère public, qui ne l'ignore pas, est astreint, au même titre que la partie civile, à l'obligation d'administrer la preuve qu'il lui incombe la charge de la preuve et que, ce faisant, il ne peut pas s'abriter derrière les déclarations des victimes pour ne pas s'acquitter de celle qui est la sienne. Monsieur le Président, le même représentant du ministère public, comme preuve, il fait état des déclarations de M. Blaise Gomou, lesquelles déclarations, Monsieur le Président, ont déjà été mises en nu. J'en ai parlé et je ne reviendrai plus sur ça, parce que tout ce qu'il a été dit, tout cela a été désapprouvé par les déclarations des victimes et par celles des témoins. Donc, j'ai eu l'impression que le représentant du ministère public n'a pas suivi le débat par rapport à cette question. Il a même parlé d'une dame que je vais appeler HC, parce que cette dame-là, Monsieur le Président, elle a été entendue à huis clos pour le respect de sa dignité. Elle a été entendue 2 fois.
C'est vrai, et cette dame, Monsieur le Président, et en ce qui la concerne, elle a été entendue à 2 reprises. Pour la première fois, lorsqu'elle a été entendue, elle a accusé mon commandant dans les mêmes termes que M. Blaise Gomo. Ça, c'était lors de son premier passage ici à huis clos. Mais à l'occasion de son second passage, elle s'est rétractée, elle s'est ravisée. Je ne sais pas si le représentant du ministère public était là en ce moment. Des questions lui ont été posées. À cette phase, elle a dit clairement qu'elle a vu Toumba avec des éléments qui tiraient, et puisque Toumba était à côté de ces éléments, elle en a déduit que Toumba était avec eux. Je lui ai posé la question de savoir, est-ce que vous avez vu Toumba lui-même tirer? Elle a dit non. Donc, cette dame a été claire, Monsieur le Président, et elle a dit qu'elle n'a vu mon commandant commettre aucune des infractions qui lui sont reprochées. Là, ces jours-là, ces déclarations ne sont pas constitutives des preuves, mais ces jours-là, quand même, cette dame, alors, s'est ravisée et c'était sous votre contrôle. Monsieur le Président, je m'intéresse à présent au deuxième intervenant du ministère public, et selon lequel Toumba alors a déclaré qu'il s'est rendu au stade pour sauver les leaders. Selon lequel, comme preuve, Toumba a proposé au président Dadis la nomination de Bégré au poste de commandant du camp Koundara, alors qu'il savait que Bégré était un cadre subalterne. Le même, dans la même lancée, reproche au commandant qu'il était il soutient qu'il était le commandant de la garde présidentielle et que c'est cette garde qui s'est rendue au stade. Et il dit que mon commandant était obligé de sauver les leaders pour pouvoir sauver leur pouvoir. Il dit que mon commandant n'a entrepris aucune décision et il fait état de la preuve, et de la prétendue preuve, et de la qualité de commandant du régiment, du document dont j'ai largement parlé ici hier, Monsieur le Président, et il se fonde sur le procès verbal d'interrogatoire de M. Cissé Raphaël. Monsieur le Président, parlons de ce que ce deuxième représentant du ministère public a proposé. Je commence par relever que mon commandant Toumba n'a jamais soutenu ici qu'il s'est rendu au stade. C'était dans le but de sauver les leaders. Plutôt, il a déclaré qu'il s'y était rendu à la recherche du président Dadis et qui sortait souvent à son insu. Et il a établi, comme le commandant du salon l'a confirmé ici, que cela s'est passé et il était obligé de rattraper le cortège présidentiel. Monsieur le Président, le fait de proposer une personne pour qu'elle puisse être nommée à un poste de responsabilité, en quoi cela
pourrait être considérée comme une preuve? Est-ce que l'autorité de nomination était-elle obligée? Et puis, c'était à un moment, Monsieur le Président, où personne ne pouvait deviner la survenance de ces événements malheureux. Donc, voilà encore des petits détails que le ministère public invoque comme preuve, mais très malheureusement, ces petits détails ne peuvent retenir votre attention. Par rapport à la question des commandants de la garde présidentielle, et hier j'en ai parlé suffisamment, Monsieur le Président Dadis lui-même a dit ici, il a précisé qu'il n'a jamais nommé des commandants pour occuper la garde présidentielle. Il a été très clair. Alors, comment peut-on, dans ces conditions, insister sur l'existence du commandant d'une structure qui n'a jamais existé, selon le président lui-même? Ah, Monsieur le Président, quand on est en difficulté de preuves, on pense, et à tort, que tout est permis. Non, Monsieur le Président, Monsieur le procureur, tout n'est pas permis. Pourquoi vous vous infligez autant de souffrances plutôt que de requérir tout simplement l'acquittement de mon commandant contre lequel vous ne disposez d'aucune preuve de culpabilité? Ça aurait été plus facile pour vous. Contrairement aux allégations de ces représentants du ministère public, M. Diakité, hier, j'en ai parlé, n'avait aucun intérêt à protéger ses pouvoirs, qu'il avait déjà discriminés, qu'il avait déjà rejetés, qu'il avait déjà ségrégués, qu'il cherchait à l'éliminer à tout prix, qu'il le trouvait encombrant. Quel intérêt avait-il à protéger un tel pouvoir? Aucun. Monsieur le Président, pour ce qui est de l'acte produit par le président Dadis et sa défense, j'en ai déjà suffisamment parlé. Je ne reviendrai plus sur ça pour ne pas abuser de votre temps inutilement. Et les déclarations contenues dans le procès verbal d'interrogatoire de M. Cissé Raphaël. Monsieur le Président, M. Cissé Raphaël, il a parlé ici, il n'a pas reconnu cette déclaration. Et il s'agit des déclarations qu'il avait faites en dehors de toute assistance d'avocat. Et lui-même, il n'a pas reconnu ce que le ministère public lui reproche. Ça a été fait sans qu'il n'ait bénéficié de l'assistance d'un interprète. Or, l'article 1257 de notre code de procédure pénale exige que toute personne privée de sa liberté, qui doit être entendue, doit l'être dans une langue qu'elle comprend. Et un document, d'ailleurs, à cet effet, doit lui être remis. Monsieur le Président, Monsieur Cissé Raphaël a été très clair ici. Je crois que le ministère public fait aussi feu de tout bois, comme les confrères des partis civils. Je termine avec le dernier intervenant du ministère public, Monsieur le Président, qui a déclaré que M. Aboubakar Diakité Ditumba, par ses fonctions, qu'il avait toujours des hommes sous sa garde. Monsieur le Président, et
Toumba n'était qu'un simple chef de service. Toumba n'était qu'un aide de camp. Toumba n'avait sous sa responsabilité que les éléments du salon, et au moment où il était dans ses fonctions d'aide de camp pour assurer la protection du président. Ce n'était pas lui qui planifiait non plus ces éléments. Que cela soit clair. Et mieux, en ce qui concerne les événements du 28 septembre, puisque ce sont ces événements qui nous réunissent ici, est-ce que le ministère public est à même, et nous le mettons au défi, d'en administrer la preuve que mon commandant s'est rendu au stade avec une troupe, que mon commandant commandait une troupe. Il n'y a aucune preuve, Monsieur le Président. En tout cas, hier, à travers la lecture des déclarations des victimes, à travers la lecture des dépositions des témoins, il n'y a aucune preuve. Je voudrais que le ministère public soit à même de confondre mon commandant à travers la production d'un élément attestant qu'effectivement, il s'est rendu au stade avec une troupe qui était sous son contrôle. À défaut, Monsieur le Président, je suis convaincu que vous ne suivrez pas le ministère public. Et on vous dit que les tirs ont commencé lorsque mon commandant aurait fait son apparition. Mais, Monsieur le Président, c'est moins invoqué par le ministère public contre mon commandant est contraire aux déclarations de M. Baouri, qui est intervenu ici, est contraire aux déclarations du général Bafoué, Monsieur le Président. Ces déclarations faites par ces derniers apportent un démenti cinglant à ces accusations infondées du ministère public. Et on va plus loin. Toujours le dernier intervenant parmi les représentants du ministère public. On va plus loin. On reproche au commandant, on lui fait grief et de n'avoir pas empêché les exactions en cours ou en limiter les effets. Mais, Monsieur le Président, hier, je vous ai donné lecture des déclarations faites par le chef d'état-major général des forces armées du moment. Il a clairement dit que l'armée ne disposait pas des moyens pour pouvoir mettre au respect la population. L'armée, l'ensemble des forces armées, c'est un individu, un particulier, que vous allez considérer responsable pour n'avoir rien fait, ou toutes nos forces armées n'ont pas pu faire quelque chose. Au moins, lui à son actif, cela est acquis au débat. Il est parvenu à sauver 4 leaders. Et en bataillant, en recevant des coups, il est parvenu à les extirper entre les mains de leurs agresseurs. Lui, il a fait. Vous savez, on ne peut pas demander quand même l'impossible. En droit, nous apprenons tous qu'à l'impossible, nul n'est tenu. On ne peut pas
exiger de lui l'impossible. Non, Monsieur le Président. Le ministère public, nous comprenons ces difficultés, mais si c'est le cas, puisque vous n'êtes pas tenu que de requérir la condamnation, vous pouvez aussi requérir l'acquittement. Alors, je pense qu'il est temps de requérir l'acquittement de mon commandant parce que vous ne disposez d'aucun élément de preuve à son encontre. Le même va plus loin et dit ceci. En sa qualité de cadre supérieur, il pouvait faire cesser les actions qui étaient en cours. Quelle qualité de cadre supérieur? Il n'était pas un supérieur hiérarchique, Monsieur le Président. Il n'était qu'un simple aide de camp. Monsieur le Président, ça aussi, ça ne peut pas prospérer. Et vous savez, et nous y reviendrons d'ailleurs, lorsque quelqu'un est poursuivi pour non-assistance à personne en danger, comme c'est le cas, le secours n'est dû que lorsque celui qui est tenu n'est pas en danger. Mais lorsque celui qui est tenu au secours, Monsieur le Président, encourt lui-même un danger, cela constitue pour lui un fait justificatif qui résulte même des dispositions du Code pénal, des dispositions qui prévoient les éléments constitutifs de cette infraction. Monsieur le Président, j'ai fini ainsi avec le ministère public et je vais relever que le chef d'état-major général des forces armées avait installé un comité de crise. Hier, je vous en ai donné la preuve. Un comité de crise qui a siégé, qui réunissait tous les chefs d'état-major particuliers, en plus du directeur national de la police, qui a siégé pendant toute la journée du 28 septembre, entre 10h et 11h. Monsieur le Président, l'armée était au courant de ce qui s'est passé. Et l'armée allait rendre compte au président de la République qui était là. Parce que d'après le chef d'état-major, et cela même ressort de la constance des faits, le ministre de la Défense n'était pas là. Donc le président était son interlocuteur direct. Donc l'armée était au courant et suivait au même titre que tout le monde ce qui s'est passé au stade, mais l'armée n'a pu rien faire. Donc évitons de faire de l'impossible un élément de preuve. J'ai fini avec le ministère public. À présent, je m'intéresse aux arguments développés par une certaine partie de la défense. Monsieur le Président. On va vous interrompre quelques instants. Ok, Monsieur le Président. Rejoignez le box. L'audience est suspendue pour 10 minutes. Laissez-moi faire mon travail. Vous avez fait le vote. Vous étiez libre, vous êtes allé dans tous les sens. Hein?